Mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 décembre, heureuse de vous retrouver, dernier jour avant Noël, et c'est le Girl Power aujourd'hui pour commenter l'actualité. Vous voyez, on le remarque quand il y a des femmes, j'ai pratiquement que des hommes tous les jours, aujourd'hui 3 femmes, un homme, et quel homme? Régis de Castelnau, on va commencer avec vous, vous êtes en minorité aujourd'hui, donc... Non seulement je suis en minorité, mais je ne peux pas vous boire, on a un petit souci de retour d'image. Donc je ne... C'est de la discrimination, je sens que quelque part... Je le vis comme ça. Voilà, c'est parce qu'on est trop belle, on irradie. Voilà, nous irradions, ça a brouillé les ondes. Voilà, je suis une victime. Je revendique le statut de victime, c'est quand même le plus confortable. Absolument. Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Bonjour, vous êtes également enseignante. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes communicante. Et Caroline Valentin, bonjour, avocate au barreau de Paris. Bonjour à vous. Bon, on va essayer un peu de s'amuser. Je ne sais pas si c'est très amusant, mais en tout cas de quelques sujets dans l'actualité. Ce matin, c'est le Figaro qui a fait le baromètre des ministres connus et inconnus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont connus dans ce gouvernement. On pourra peut-être faire le jeu ensemble de savoir quels sont les ministres que vous connaissez. On va parler de la grève à la SNCF, encore et toujours, des nouveaux mots interdits et autorisés au Scrabble, et puis beaucoup, peut-être d'autres sujets avec vous dans cette émission jusqu'à 10h. Alexandra, va commencer avec vous. On l'a très peu évoqué, mais ça mérite d'y revenir. Hélas, on l'a très peu évoqué. J'ai été profondément choquée du cadeau qui a été fait à Madame Elisabeth Borne de fin d'année par ses équipes. C'est un maillot de l'équipe de France avec le 49.3. Au départ, j'ai pensé que c'était une plaisanterie, mais en réalité, pas du tout. On a quand même le sentiment d'une bande de gamins immatures qui s'amusent avec l'État comme avec des Legos. À l'heure où l'Assemblée est tellement fracturée, où les débats au Parlement sont houleux, où quand même les gens ont le sentiment que le gouvernement passe systématiquement en force par le 49.3, ce qui, moi, ne me choque évidemment pas du point de vue constitutionnel, parce qu'un gouvernement ne peut pas être mais de paralysé. Plaisanter, vous ne... Alors, on va pas revenir évidemment à la 4e République, mais parlez bien dans le micro. Pardon, je trouve que cette espèce de mépris et de systématique, en fait, c'est la marque de fabrique de ce gouvernement. C'est-à-dire que on s'en fiche, et je trouve choquant qu'on puisse rabaisser la politique, tout tourner en dérision, et après on s'étonne que les gens n'aillent pas voter ou ne considèrent pas la chose politique. Il faut avoir du respect pour sa fonction, et ce n'est pas respectueux du Parlement, c'est un espèce d'immense doigt d'honneur au Parlement, aux députés, et ça m'a profondément choquée. Avoir la confiance de la nation, c'est être son obligé. Voilà. C'est quand même être détenteur d'un destin millénaire, et je trouve ça terrifiant. Voilà. Et que Madame Borne n'ait pas vu que politiquement, ça n'était pas possible d'assumer un cadeau pareil. Elle l'a enfilé ou pas? Elle l'a enfilé. Il y a des photos qui ont circulé d'elle avec ce maillot. C'est juste totalement... Vous en dites quoi, Geneviève? Je suis d'accord avec l'immaturité. Ouais, c'est totalement immature. Évidemment, le 49.3 existe. Heureusement qu'il existe. Évidemment. Il est aujourd'hui quand même extrêmement circonscrit, puisqu'on ne peut plus l'utiliser comme on veut pour tout et n'importe quoi, mais uniquement une fois par session, et sans ça pour le projet de loi de finances et financement de la sécurité sociale, les deux. Donc bon, il est très utilisé, c'est normal, il faut qu'un gouvernement puisse gouverner, il faut qu'un État puisse avoir un budget. Ça, on est d'accord là-dessus. On ne conteste pas. Mais ici, après, c'est juste ridicule, c'est juste enfantin, c'est juste la démocratie... d'immenses bras d'honneur, en fait. Oui, voilà, c'est un bras d'honneur, un doigt d'honneur. Et la démocratie repose quand même sur le sacre de la responsabilité au nom de la nation. Je veux dire, on n'est pas à la fête de closing d'un deal de banque d'affaires, quoi. On est avec la première ministre, quoi. C'est quand même quelque chose d'extrêmement solennel. Régis, vous aussi, vous avez ça déplacé? Je partage ça complètement, et c'est d'autant que je suis favorable au 49.3, qui était dans la Constitution de 58 à l'origine. C'était effectivement le moyen d'éviter l'instabilité parlementaire, et surtout que le 49.3, il y a une contrepartie, c'est qu'on peut renverser le gouvernement, et que le président de la République, avec la dissolution de l'Assemblée, peut demander l'arbitrage du peuple. Tout ça est normal. Et on le galvaude. Alors naturellement, il y a les opposants
qui se gardent bien de voter une motion de censure ensemble. Et puis ensuite, il y a la dérision. Madame Borne, avec le 49.3, c'est le bras d'honneur, quoi. Ouais, Qu'est-ce que c'est que cette façon de gouverner? C'est très triste. Caroline, un mot, ça vous a interpellé ou pas? Non, mais je dirais que le problème du respect est un problème récurrent, en fait, dans le gouvernement Macron. Peut-être ça a commencé avant, cette coupure entre les élites et le peuple, ce sentiment d'arrogance, les sans-dents, vous avez qu'à traverser la rue pour travailler. Tout ça, finalement, c'est la même chose. Les élites... C'est la même chose. Et je vais vous dire, j'ai pensé à faire mon coup de gueule là-dessus, mais il y a 6 jours dans le Figaro, un article sur la rencontre de Dupond-Moretti qui vient voir les magistrats de Bobigny. Alors, annoncé par la chancellerie comme un truc de dingue, le ministre se déplace. Non mais heureusement qu'il se déplace. Bobigny est dans un état catastrophique, on en avait parlé la dernière fois, et je rappelais qu'il y avait une 50aine de dossiers de viols incestueux qui n'étaient pas audiencés. Alors que l'enquête était finie, il y avait un renvoi dans le tribunal correctionnel, donc ça veut dire que les charges sont lourdes. Il n'est pas audiencé par manque de moyens. Ça veut dire que les gosses, en fait, continuent à vivre avec leurs parents violeurs. Donc voilà la situation. Effectivement, le ministre se déplace. Il vient de Paris à Bobigny. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pendant qu'une greffière parle, il consulte ses emails et il parle avec son conseiller. Voilà. Donc je suis désolée, mais au bout d'un moment, le mépris, il est tout le temps, il est partout, il est insupportable. Les gens n'en peuvent plus, ils sont angoissés, leur pouvoir d'achat s'émiette. Ils sont angoissés de l'avenir, ils sont angoissés de la montée des prix de l'énergie, ils sont angoissés de la transition énergétique, ils sont angoissés de la réforme des retraites, ils sont angoissés aussi de l'instabilité gouvernementale. Et voilà, Dupond-Moretti consulte ses emails et même engueule au départ les magistrats de Bobigny en leur disant c'est inacceptable que vos revendications soient arrivées dans la presse. Vous auriez dû m'en parler avant. Mais on va le voir avec le on va le voir avec le sondage, mais on a tellement baissé de niveau. On a une classe politique qui est aujourd'hui d'une absence de niveau absolu. Donc ça se retrouve dans le comportement général. Oui, Régis, ça ne vous avait pas échappé, j'imagine, ce dont vient de parler Caroline. Mais évidemment, mais si vous savez ce que je pense d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, Société du spectacle, on l'a maintenu. Le maillot, c'est ça aussi. C'est le maillot, c'est ça. Bras d'honneur aux magistrats. C'est le maillot. Et effectivement, cette désinvolture, c'est absolument extraordinaire. C'est vulgaire. Je reste 2 secondes sur le 49.3. C'est effectivement bras d'honneur, mais c'est nananananer. C'est totalement immature, c'est ça. On a le sentiment d'une bande de gamins immatures. Surtout que les 49.3, ils vont pas pouvoir l'utiliser comme ils le veulent. C'est ça qui est. Ils peuvent l'utiliser pour les lois de financement, et ils peuvent l'utiliser sinon une fois par mandature. Et alors, sauf que ils ont quand même pas mal de pain sur la planche jusqu'à la fin de la mandature. Et je ne sais moi même pas comment ils vont faire. Est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont pas être obligés de dissoudre pour continuer à avancer? Je crois qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Donc alors, on continue. Geneviève, vous, c'est un coup de cœur. Vous rentrez de vacances. C'est un coup de cœur sympa pour le cinéma et les salles de cinéma. On a eu très très peur après le Covid. On a vu une chute libre des salles de cinéma, de la fréquentation des salles de cinéma. Et puis au début de l'automne, c'était encore très très mauvais. Un mois de septembre absolument désastreux. Et là, ça repart à la hausse. C'est une vraie inversion de tendance depuis octobre-novembre. Et finalement, l'année 2022 va pas être si mauvaise que ça. Donc moi, j'en suis profondément ravie parce que le cinéma, c'est pas la vidéo sur sa télé, c'est pas Canal, c'est pas Netflix, c'est autre chose. C'est une expérience d'aller au cinéma qui est forte. En plus, le cinéma et la France, c'est quand même une histoire. Voilà, on est un est-ce que grand c'est pays. vraiment le cinéma français, pardon d'être un peu rabat-joie? C'est pas grave. Mais non, ce n'est pas grave. Si, c'est grave, parce que ça veut dire que c'est les blockbusters américains qui font venir... Mais c'est pas vrai. Cette année, c'est aussi le cinéma iranien, c'est beaucoup d'autres cinémas. Non. La hausse de fréquentation du cinéma profite effectivement au multiplex, mais elle profite aussi aux salles indépendantes. Le tout, c'est de savoir se renouveler, c'est de créer de l'événement autour d'un film, c'est d'inviter éventuellement les équipes du film, c'est de créer quelque chose, c'est de valoriser, c'est d'éditorialiser la fréquentation des salles et voilà. Et ça semble bien fonctionner, donc on croise très fort les doigts pour l'année 2023, qui pourrait être l'année de reprise de la fréquentation du cinéma. Moi, je partage Alexandra Spinner. ce coup de cœur, parce que la région Île-de-France est le premier financeur public du cinéma français. Oui, on peut s'en réjouir, je crois. Non seulement c'est diffuser la culture partout, mais c'est aussi créateur d'emplois.
Et ça, on oublie de le dire. Donc, plus les Français vont au cinéma, mieux c'est. C'est formidable. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Même si c'est un frémissement. On va pas non plus... Oui, on compte sur 2023. Mais Valérie, effectivement, il y a des blockbusters, il y a des gros films. Il y a eu Top Gun Maverick cette année. Mais il y a eu aussi des films d'auteur. Il y a eu La Nuit du 12, il y a eu Revoir Paris, il y a eu des films comme ça. Il y a eu des merveilles absolues. La région était que j'ai vu hier pas au cinéma, mais très bon. Il y a des films français de qualité. Il faut le dire. Il y a eu une petite baisse il y a quelques temps. C'était moins évident, mais là, ça commence. C'est vivier de création d'emplois et de rayonnement culturel. Donc on ne peut que s'en réjouir. Petit mot de Sophie de Menton qui nous écoute. Les femmes sont au pouvoir. Elle dit vive l'humour sur le 49.3. Si en plus on prend ça au premier degré, dans les cabinets, ils bossent et ils sont rongés à Matignon. Non, Sophie, non. C'est du on t'adore, mais pas là. C'est du comportement général. C'est ce qu'a rappelé Caroline. C'est un ensemble de choses et de comportements. Elle a une explication pour Dupond-Moretti d'ailleurs. Oui, vous avez Sophie participe à distance. Il a beaucoup de tweets à envoyer et beaucoup de choses à dire à son conseiller. On va y revenir. On va dire un mot quand même aussi des prisons avec vous, Caroline Valentin, dans un instant. Et puis on va parler du Scrabble et puis de nos ministres qu'on ne connaît pas. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, tour de table de ce qui a retenu votre attention autour de cette table. Caroline, vous avez eu droit à 2 coups de gueule aujourd'hui. Donc ils vont se dire, elle est énervée celle-là. Oui, c'est bien. Ils ont raison. Oui. Ils auront raison. Ouais. Alors, la dernière, ça c'est un cas de plus où l'État a été condamné parce qu'il a entassé 3 prisonniers dans une cellule de 7 mètres carrés. Alors, le problème, 7 mètres carrés, évidemment, c'est impropre. Il y a un nombre incroyable de prisons qui sont en surpopulation. Mais c'est pas c'est pas à 110%, 120%, ça peut être à 190%, 200%. Il y a des puces de lit, il y a des rats, il y a des cafards. Les gens peuvent pas se laver correctement. 3 personnes dans 7 mètres carrés. Non, mais c'est immonde. Alors, la manière, ça pose différents problèmes. Mais premièrement, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des contentieux. Ça veut dire quoi, des contentieux? Ça veut dire que l'État se défend pour un truc évident, qui est qu'on n'entasse pas les gens, en fait. Oui. On n'entasse pas les gens dans des conditions indignes. Mais au lieu de dire, oui, effectivement, excusez-moi, on va s'arranger, discutons, on va s'en occuper. Non, ils font un contentieux, ils embauchent des avocats, ils suivent une procédure. Ça nous coûte de l'argent à nous contribuables. C'est ça qui est extraordinaire. Et au bout du compte, évidemment, l'État est condamné. Et puis ensuite, d'ailleurs, il est condamné par la CEDH plein de fois. Et puis... Il ne fait pas ce qu'il devrait faire, il se comporte donc comme un délinquant, donc ça pose un autre problème. On a mis tous ces gens en prison parce qu'ils n'avaient pas respecté la loi. On leur a dit solennellement dans le cabinet, dans une salle d'audience, vous êtes condamnés, vous n'avez pas respecté la loi, mais ils arrivent dans une prison où l'État, manifestement, ne respecte pas la loi non plus et se comporte aussi comme un délinquant. Alors ça pose aussi une question du respect de l'État, du respect de la loi, puisque ces gens-là souffrent dans leur chair, chaque seconde qui passe, des conditions dans lesquelles l'État les fait vivre, et en plus qui sont particulièrement insultantes pour eux. Et puis alors évidemment, à chaque fois, il y a des gens de gauche qui vont dire « Oh, ces pauvres détenus, la société les a déjà abîmés, et la prison les abîme encore plus ». Les gens de droite qui vont vous dire « On s'en fout, de toute façon, non, les gens ces de gens sont des ordures ». Je caricature. C'est vraiment une caricature. Mais je veux dire, force est de constater que la population n'est pas en émoi autour de ces sujets-là, alors que la question ne se pose pas comme ça. Il ne faut pas oublier que ces gens sortent. Ils ressortent toujours dans la très grande majorité des cas. Moi, je rappelle quand même, que le président de la République a promulgué une loi qui tendait à garantir le droit à la dignité en détention. J'en vois pas tellement les effets, quoi. Mais ça veut dire, Caroline Valentin, qu'il y a des détenus qui portent plainte contre l'État aujourd'hui. Exactement. Et qu'en général, l'État est condamné. Donc l'État se défend, paye des avocats pour aller défendre pour l'évidence. Non, mais après, il y a d'autres cas. Par exemple, il y a aussi la longueur des procédures. L'État est régulièrement condamné parce que la justice est trop lente. Et rien ne bouge, rien ne change. Mais donc, l'État ne respecte pas ses propres règles. L'État ne respecte pas les règles des accords qu'il a conclus. Donc, l'État se comporte comme un délinquant. Et ça pose un problème plus fondamental parce que, fondamentalement, aujourd'hui, la justice est tellement débordée que, dans la plupart des cas, pour ce que la justice va considérer comme des petits cas, il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de justice parce que, même moi, je dis à mes clients, non mais écoutez, ça c'est pas assez important en fait. Vous aurez un classement sans suite, vous devrez vous constituer partie civile, vous allez devoir faire une consignation, ça va prendre des plombes. Incroyable. Et au bout du compte, il n'y aura pas une grosse condamnation. Donc, les victimes ne sont pas entendues. Les victimes ne sont pas entendues, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de respect des règles, même des petites règles. Et finalement,
l'État, ce genre de comportement de l'État vis-à-vis des règles ne fait qu'accentuer le problème, vous comprenez? Donc, et ça crée, à mon avis, beaucoup de violence dans la société. Régis, je voudrais ajouter quelque chose. C'est une évidence, mais c'est la question des moyens. Une fois de plus, c'est la question des moyens. Je prends une loi disant qu'on ne portera pas atteinte à la dignité, mais le problème, c'est qu'il faut construire des prisons, il faut améliorer les conditions, il faut les rénover. Et là, naturellement, il n'y aura personne. Quand vous pensez, et alors c'est l'ensemble de la justice, parce que la pénitentiaire, c'est le ministère de la Justice. Coucou, monsieur Dupond-Moretti. Donc, le problème du respect de sa propre légalité par l'État, je vous rappelle qu'il y a un mois ou deux, on a appris l'existence d'une circulaire disant procéder au maximum de classements sans suite. Alors, il y avait déjà à peu près 1,5 million d'infractions avec auteurs connus qui ne sont pas poursuivis tous les ans. Et là, on va déstocker, c'est-à-dire que ce que Caroline disait est parfaitement exact, mais c'est pas seulement des petites infractions. Ce ne sont pas seulement des petites infractions. C'est un problème de moyens. Les grandes fonctions régaliennes dans ce pays sont à l'abandon. Elles sont à l'abandon. Et alors, quand vous venez sur la santé, vous allez avoir des discours épouvantable. Vous venez sur la justice et sur les conditions de détention, ce sera la même chose. Le transport, n'en parlons pas, etc. Ce pays est en train de se désintégrer. Alors, il y a eu un quoi qu'il en coûte pour le Covid, mais apparemment, on ne trouve pas d'argent ni pour la justice, ni pour l'hôpital, ni pour l'école, ni pour la protection de l'enfance. Et juste pour la justice, pour vous donner un exemple, ça m'est arrivé à moi-même. Donc, c'est pas une histoire rapportée. Je me suis fait agresser par un SDF qui habitait en bas de chez moi, qui m'a frappé, tapé avec coup de poing, coup de pied. J'ai saigné, j'ai été aux UMJ, il a été appréhendé, transporté au commissariat, classement sans suite du procureur. Classement sans suite. Le type est revenu en bas de chez moi, où il s'est installé pendant 3-4 mois, il a continué à me faire peur. Et personne ne pouvait rien dans cette situation. Comment voulez-vous dire, pour la justice, c'est une petite chose. Pour moi, en revanche, c'est énorme, c'est quand même compliqué. C'est quand même traumatisant. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Non, mais agressé par un SDF. Mais on peut rajouter des strates. On parle tous les jours de la police, de la justice, de l'hôpital. Il y a aussi la poste qui fonctionne. L'école. Et alors la poste non plus. Alors vous allez me dire, c'est une période chargée et tout. Là, c'est arrivé à une amie proche aussi. Elle envoie un courrier, elle va à la poste, un courrier pour la banque, très important. Poste, pas de nouvelles. La banque lui dit, renvoyez-le en chronopost. Donc elle paye 40 € pour le chronopost. Il est arrivé 5 jours après et la poste dit, oui, il y a eu un bug. On assiste à l'effondrement de tous nos services publics. Une auditrice qui a fait suivre son courrier aussi sur son lieu de vacances n'a toujours pas... Elle peut poursuivre un passage. Il y a une jurisprudence. N'a toujours... Je peux donner mon numéro de téléphone. Oui, une auditrice me dit, j'ai fait suivre mon courrier, j'ai toujours rien reçu, et on lui répond, normal, on n'a pas de facteur, il passe tous les 3 jours. Donc c'est des petites choses du quotidien. Et bien sûr. Et puis il y a, vous rappelez cette dame qui est morte à l'hôpital parce qu'elle était, elle était à jeun, on attendait pour l'opérer, elle est morte de faim. C'est une délication. Vous voulez un passeport, ce sera 1 an, l'état civil. Absolument. Service public, l'état civil. Mais déjà, voilà. C'est trop tard. Plus le part-time job, mais il vaut mieux heures mettre pour des maillots de foot avec marqué 49.3, c'est tellement amusant. Voilà. Bon, petite pause, on se retrouve dans un instant avec votre coup de gueule, Régis, et puis le Scrabble. Allez, moi je veux qu'on parle de ces mots interdits au Scrabble. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Il nous faudrait au moins 2 heures le matin pour pouvoir faire le tour de l'actualité. Régis, alors toute autre chose, ça se passe en Espagne, votre coup de gueule. Oui, c'était il y a 1 jour ou 2. Les Cortes viennent d'adopter, alors c'est pas encore promulgué, je crois que ça va encore discuter, une loi c'est la première en Europe, première loi en Europe qui dit que à partir de 16 ans, les enfants, on est encore un enfant à 16 ans, je suis désolé, même si on est ado, pourront choisir leur genre. C'est-à-dire, en fait, pourront choisir leur sexe, donc modification de l'état civil, sans formalité ni rien. Donc, c'est, on bascule dans une forme de folie. Il y a des questions importantes dont on parlait tout à l'heure. Il y a les grands problèmes internationaux, on a une guerre, etc. Non, c'est très important de dire, non pas
parce que la question du genre est une hypocrisie totale, hein, c'est de dire, voilà, on peut choisir son sexe, ce qui est biologiquement absurde, hein, et puis c'est une façon d'invisibiliter les femmes. Au nom de la lutte pour l'égalité contre la transphobie, qui n'est pas un phénomène massif, eh bien, on est en train de faire n'importe quoi. Et j'ajoute une chose, c'est ça un peu qui m'a mis en colère, c'est que, si vous voulez, cette façon qu'a l'Occident actuel, cette wokenisation accélérée qui va très vite, c'est ça moi qui m'a surpris, que ça aille aussi vite. Il y a 5 ans, on se disait ça n'arrivera jamais, or ça arrive, c'est que dans le reste du monde, je veux dire, on sous-estime les effets que ça a. Je pense qu'avec ce genre d'informations, Vladimir Poutine, il doit se friser les moustaches. Hein. Il passe ça à sa télévision, il en parle à son opinion publique et en disant mais qu'est-ce que c'est que ces folies, c'est ça que vous voulez? Non, mais je veux dire, il faut qu'on arrête. Mais il se pose en champion de valeur morale aujourd'hui. Et effectivement, il est écouté pour ça. Mais on peut rappeler ce qui s'est passé au Café Laïque à Bruxelles, où Caroline Eliachev et Céline Masson devaient s'exprimer sur un livre qu'elles ont écrit. Exactement. Alors, Caroline connaît bien le sujet. Voilà. Donc Caroline Eliachev et Céline Masson dirigent ou représentent un observatoire qui s'appelle l'Observatoire de la Petite Sirène, qui est qui est très attaqué par les transactivistes. Que dit l'Observatoire de la Petite Sirène? Il dit on n'a rien contre les trans. Le seul problème, c'est qu'on ne veut pas que des mineurs puissent prendre des traitements médicaux ou puissent rentrer dans des transitions chirurgicales parce qu'ils sont mineurs et qu'on ne sait pas encore à cet âge si leur sensation de ne pas être né dans le bon corps, qu'on appelle une dysphorie de genre en fait, est quelque chose qui va rester et va être définitif. Les transactivistes considèrent que ce positionnement est un positionnement transphobe. Ce qui est très angoissant, c'est qu'on pourrait se dire que c'est quelques transactivistes, mais en fait, ils sont suivis par certains membres du gouvernement, ou des personnalités politiques qui, a priori, ne sont pas particulièrement militantes, puisque avant que leur intervention au Café Laïque de Bruxelles soit interrompue par des militants trans activistes qui ont déversé de la litière pour chat et des excréments en fait dans le café pour les faire taire. Saccager entièrement le café. Elle devait également s'exprimer à la mairie de Paris-Centre et que Ariel Veil, maire socialiste de la mairie de Paris-Centre, a annulé leur venue, au motif que leur discours serait subversif, avançant que le procureur de la République aurait fait un signalement article 40 et que la DILCRA, effectivement, s'est opposée à l'Observatoire de la Petite Sirène. Donc c'est pas simplement une loi en Angleterre, c'est que même en France, en fait, ce discours absurde où on vous prétend qu'une femme, qu'un homme trans est une femme, alors que c'est une femme trans est une femme, alors que c'est faux, ce n'est pas la vérité, en fait, mais qu'on veut que ça soit vrai parce que ça serait violent de lui dire le contraire, c'est qu'un discours qui arrive chez nous aussi. Vous saviez, Régis? Et qui commence à infuser vraiment. Oui, c'est marrant. J'avais vu passer ça, mais moi, ce qui m'a surpris, enfin, ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'en ai fait un coup de gueule, c'est qu'un Parlement, dans un pays comme l'Espagne, qui a effectivement des racines chrétiennes importantes, qui a connu la dictature, etc., se bascule dans ce genre de folie. Alors, parce que c'est vrai, il y a pire, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Californie, vous pouvez faire subir à des enfants des opérations, vous pouvez leur faire subir de la castration chimique, sans l'avis des parents ou contre l'avis des parents. Mais on bascule c'est-à-dire que on bascule dans dans un délire. Moi, je suis désolé, c'est un délire psychiatrique. Mais même en France et sous Blanquer, pardon, il y a quand même une circulaire qui est sortie où si le parent veut remettre ça en question, il peut être accusé de vouloir pratiquer une thérapie de conversion. C'est-à-dire que la thérapie de conversion, ça serait vouloir guérir son enfant qui a une dysphorie de genre, ce qui est quand même un truc de dingue. Alors, et ça, c'est Blanquer, le soi-disant très laïque, anti-woke, etc. Non, alors quand même, je crois que là-dessus, on peut pas attaquer Blanquer. Il était quand même très laïque et très anti-woke. Il a signé cette circulaire ou pas? Il a signé cette circulaire. Et c'est circulaire pression parce qu'il y a une pression terrible. Oui, parce que c'est un mouvement qui infuse vraiment dans la société. Enfin, il faut quand même rappeler qu'en Espagne, c'est quand même une loi qui est portée par Podemos, qui sont, voilà, on sait qui ils sont. Mais ce qu'il faut absolument rappeler aussi, c'est que beaucoup de mouvements féministes constatent quand même que revendiquer le genre comme étant au-dessus du sexe biologique, c'est un recul terrible pour les femmes. C'est un recul terrible pour les femmes. C'est-à-dire que tous les combats féministes
féministes sont en train de s'effondrer avec ce combat totalement délirant. Oui. Alors, et des transactivistes qui représentent une très très petite pourcentage de la population et qui sont très soutenus. Très actifs. Et je vais vous dire, on parlait de la popularité des ministres là au début. Oui. Mais il y en a une qui n'est pas du tout connue, mais malgré ses efforts, c'est Isabelle Rome, qui est une ex-magistrate. Alors elle a essayé de se faire connaître en intervenant dans un débat qui est il y a quelque temps entre Mariko et Dora Muto. Mariko est une mère, c'est une femme trans. Et Dora Muto, on lui a demandé est-ce que vous pensez que Mariko est une femme. Dora Muto, qui est féministe, a dit non. Mariko n'est pas une femme, c'est une femme trans, c'est un homme transféminin. Et ça a été beaucoup commenté sur les réseaux, et notamment cette Isabelle Rome nous a expliqué que ce que Dora Muto avait dit, c'était une violence. Mais dire une évidence maintenant est une violence. Et même d'ailleurs, Caroline Fourest, la grande laïque Caroline Fourest, a dit la même chose, en disant Mariko, elle a plus voulu être une femme que vous et moi, comme si c'était un sujet en fait, de vouloir être une femme ou pas. Ce n'est pas une femme, point final en fait. Et je vais vous dire, ce que dénonce Régis, c'est effectivement scandaleux, mais avec des discours comme ça, on aura demain en France. Si aujourd'hui dire que la Terre est ronde ou qu'un homme, une femme trans est un homme est un problème, on a un souci. C'est un peu le préambule de la discussion qu'on va avoir aussi sur le Scrabble. Ah oui. Vous avez quand même eu le planning familial, institution Simonet, qui a fait quand même une campagne autour de. On sait aujourd'hui qu'un homme peut être enceint. C'était juste hallucinant. On est en pleine déviation. Alors, je vous lis cette information aussi. Alors, ça vient des États-Unis. Donc, il y a des cliniques spécialisées dans la réassignation de genre qui proposent dans leur catalogue l'émasculation totale. Donc, c'est rebaptisé nullification ou eunuque, donc eunuque procédure, ou encore smoothie, vous allez comprendre pourquoi. L'intervention vise à créer une zone lisse et continue de l'abdomen à l'aine. En clair, on enlève tout et on ne laisse que 2 orifices. Et il y a un centre à San Francisco qui montre les photos. Et donc, on vous explique que la nullification, je cite, permet aux personnes de genre non conformes d'extérioriser leur ressenti intérieur. Voilà où on en est. Vous dites, Valérie. On en est là. Alors je tiens quand même à dire, parce qu'évidemment, si des transactivistes regardent cette vidéo, ils vont menacer de mort, venir déverser de la litière devant chez moi, j'en sais rien. Mais je les renvoie quand même à une très intéressante interview de Debbie Hayden, Hayden, interviewée par Sylvie Pérez pour Causeur. Debbie Hayden a changé de sexe chirurgicalement. Et elle est contre ce transactivisme et elle dit une transfemme est un homme. C'est le premier critère de définition d'une transfemme. Tout homme peut devenir une transfemme. Vous qui êtes une femme, vous ne pourrez jamais devenir une transfemme. Donc ce discours de on ne veut pas voir la vérité est une agression. Si vous me dites la vérité, vous m'agressez et vous êtes phobe de moi, n'est pas un discours unanime chez les transactivistes. Et plutôt que de partir dans ce délire absolu, on ferait bien plutôt de se mobiliser pour que les trans ne subissent pas des violences, ne subissent pas de la discrimination. Ça, c'est un vrai combat qu'on devrait porter. Plutôt que de partir dans un discours totalement délirant. Eux considéreront que si vous leur dites que la transfemme est une femme, c'est une violence et une discrimination. Donc il faut redéfinir la violence et la discrimination. Absolument. Allez, quelques mots donc pour les passionnés de Scrabble. Les règles vont changer. Là, voilà, vous voulez savoir pourquoi 400 mots seront bientôt interdits du nouveau lexique de référence du jeu de société. Alors bon, évidemment, chez vous, vous pouvez mettre les mots que vous voulez, mais si vous faites partie d'un club, vous avez des mots qui sont jugés offensants par Mattel, la société américaine qui fabrique le jeu. Donc, par exemple, Asiate, Bosch, enculeur, mais vous avez droit à enculer, hein. Femmelette, gogol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance? Je ne sais pas. Nègre, pédé, poufias. Non, goudou, non, nabo. Goudou, pourquoi? Nabo. Non, goudou, apparemment. Goudou. Nabo, tafiole, tantous, travelot, tous ces mots, entre autres, il y en a 400 qui sont interdits. Et je trouve, moi, le plus inquiétant dans tout cela, c'est que ce matin, dans la rédaction, il y avait une petite discussion autour de ça et qu'un jeune journaliste a dit, moi, par exemple, le mot nègre, ça me choque.
Donc ça veut dire, et hier soir j'ai vu aussi sur une chaîne de télé un journaliste qui disait oui mais moi aussi je trouve qu'il y a des mots quand même qui me choquent. Donc ça veut dire, ça revient un petit peu à notre débat de tout à l'heure, que tout cela infuse ce wokisme dans la société, de l'offense qui est faite à des groupes. Non, à des nègre fait partie de la liste. Oui, nègre fait partie de la liste. Il y a quand même il n'y a pas très longtemps de la négritude, la littérature nègre. Il y a à la FNAC Montparnasse, il y a un secteur littérature nègre. Le nègre qui écrit, c'est un mot de la langue française. Donc ces mots, Non, mais ce qui est insupportable, c'est que c'est la bien-pensance qui s'invite absolument partout. Et puis c'est la culture américaine, c'est la culture woke. Oui, mais ce sont des mots français, pardon, parce que vous avez le droit à enculer, grognasse et salope. Moi, je suis profondément choquée. Je suis outrée qu'on ait laissé. Alors pourquoi on n'a pas le droit, pourquoi on a droit à grognasse et pas à poufias? Allez savoir. Poufias, on n'a pas le droit. Non, mais poufias, on n'a pas le droit. Pouf non plus. Mais vous voyez bien qu'on bascule peu à peu. C'est là qu'on doit prendre la mesure de l'importance de notre combat contre cette culture woke qui s'infiltre partout. Mais elle est très financée, cette culture woke, notamment par la Open Society Foundation de George Soros, qui a mis quand même des milliards de sa propre poche dans le cours des dernières années pour financer tout ça. Et elle est très adoubée par l'Union européenne que notre président aime tant. Non, mais le reste du monde regarde la CEDH et la CGE. Ce que je pense de l'Union européenne. Et le reste du monde regarde avec stupeur et effectivement écoute la voix de Vladimir Poutine, malheureusement, qui se fait le chant de certaines valeurs, malheureusement. Alors, un commentaire, Régis, un commentaire sur oui, je voulais dire que c'est la cancélisation en fait. C'est la culture cancel. Il faut interdire les mots. J'ai lu un article il y a 2 jours dans une revue scientifique à propos des ordinateurs quantiques. Vous savez, ce sont des machines qui peuvent calculer des milliards de fois plus vite que les ordinateurs d'aujourd'hui, qui sont déjà ultra puissants. C'était passionnant, mais il y avait un renvoi à un article très long qui disait que parler de la suprématie des ordinateurs quantiques, ce qu'avaient dit un certain nombre d'articles, était particulièrement scandaleux parce que ça renvoyait à la suprématie blanche. Et qu'il fallait. Alors je me suis dit, mais attends, mais ça y est, on est. Non, c'était un article de 2015, c'est-à-dire que ça fait des années que ça infuse, que ce travail infuse. Alors sur le Scrabble, j'ai jamais été bon au Scrabble. Je regrette parce que c'est un jeu très 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 amusant, mais bon. Ça nous étonnerait. C'est amusant quand on invente des mots. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces jeux, il y a des compétitions en plus en ligne, internationales, etc. Et donc, ça a été immédiatement une brèche qui a permis au wokisme de s'engouffrer, avec toujours en arrière-plan. Le wokisme, c'est la cancellisation, c'est la censure. Censure. La bien-pensance et la censure. Ouais. Allez, petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va jouer dans un instant avec vous. À tout de suite. Et un truc que j'aime. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, ce matin, on est plutôt d'accord. Il y a des jours où c'est plus agité. Aujourd'hui. C'est parce que je suis soumis, moi. Voilà. attention aux mots. Alors, on va jouer. Il n'est pas soumis, déconstruit. Voilà. Déconstruit, Régis. Voilà, exactement. C'est le grand sapin Sud Radio. Vous savez que vous pouvez gagner de très nombreux cadeaux jusqu'à demain. 0826 300, un séjour en famille, par exemple, au Futuroscope. Vous pouvez gagner un iPhone 12, une paire d'AirPods, une console Switch, ou ça reconditionnée par Back Market. Bref, plein de cadeaux, des soins en institut pour hommes et femmes. On va pas être discriminant. Et on vous attend. Ce sera le 4e appel qui sera le gagnant. À tout de suite. Donc nous, on revient. Je voulais qu'on parle de cet article du Figaro qui a testé la notoriété des ministres. C'est pas évident pour un certain nombre d'entre eux dont on ne connaît effectivement pas les noms. Vous évoquiez Isabelle Rome tout à l'heure. Ça nous dit quoi? Vous évoquiez, Geneviève, vous disiez que c'était la baisse aussi du niveau politique. Est-ce que c'était mieux avant? On les connaissait. Bon, d'abord, ils faisaient de la politique, ils avaient une implantation. Là, on s'aperçoit en fait que ceux qui sont un peu connus sont des politiques, des vrais politiques. Dupond-Moretti, non.
Non, Dupond-Moretti, non, mais bon, il a une notoriété personnelle de grande gueule, tout ce qu'on veut, mais sans ça, le plus connu, c'est quand même Bruno Le Maire. C'est un vrai homme politique qui a une vraie implantation. Gérald Darmanin est connu. Ceux qui ne sont pas connus sont... Olivier Le Maire, vrai homme politique, je vous laisse être la responsabilité. C'est un homme... Non, dans le gouvernement tel qu'il existe, avec très société civile, c'est un avec peu des gens triste sans de se implantation. dire que c'est Bruno Le Maire le plus connu de c'est clair, ce grand salsifis fait un éprouvette pour devenir ministre. Après, notoriété... Moi, notoriété et popularité sont aussi deux choses différentes. On s'en aperçoit en regardant le sondage. Même Bruno Le Maire est connu et populaire. C'est le seul. Effectivement, Bruno Le Maire, 89% des interrogés ont réussi à relier, en plus parce qu'on peut connaître les noms mais pas savoir ce qu'ils font. Donc et Bruno Le Maire, 89%, Éric Dupond-Moretti, 88%, Olivier Véran aussi, 88%, Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Marlène Schiappa, donc sont ceux qui arrivent en tête de ce palmarès. Bruno Le Maire, une pérennité dans la fonction aussi. Ça, quand même, il occupe le même poste tous les gouvernements, à gauche, à droite, sans aucune... je parle sous Emmanuel Macron, une pérennité dans la fonction de ministre des Finances. Non, mais moi, j'avoue que j'ai la nostalgie des vrais politiques, des Philippe Séguin, des Jacques Chirac. Oui, j'ai cette nostalgie-là. Jean-Pierre Chevènement, des hommes et des femmes politiques qui incarnaient vraiment des convictions, qui avaient un vrai lien avec les Français, un vrai lien avec leur territoire. Oui, je le regrette, quoi. Oui, là, on a l'impression que c'est des communicants, en fait. Ils sont tous sur l'effet qu'ils vont donner. D'ailleurs, même l'existence de ce sondage. La notoriété, en fait. La notoriété. C'est la question qu'on pose. Pas l'efficacité. Qu'on se soit posé cette question m'inquiète déjà. Quoi, parce que, au fond, la question était, est-ce que vous connaissez bien ce ministre? Est-ce que vous savez à quel ministère il ou elle, on aurait pu mettre Yel, occupait? Est-ce que vous avez déjà entendu... Non, on n'aurait pas pu. Vous avez déjà entendu parler de ce ministre, mais vous ne saviez pas quel ministère il occupait, et vous n'en avez jamais entendu parler. Alors, jamais entendu parler, nous avons Isabelle Rome, donc la ministre de l'égalité femmes-hommes. Nous avons Olivia Grégoire, la ministre des PME, de l'artisanat et du tourisme. Marc Fesneau, alors là, pourtant, lui, il est là depuis un petit moment. La ministre de la Culture, elle est quasiment inconnue au bataillon aussi. Il y a 10% seulement des Français qui sont capables de dire ce qu'elle fait et qui disent en avoir entendu parler. Alors, il y en a un, Jean-Christophe Combe, vous savez qui c'est? Absolument pas, non. Non. Le grand silence. Jean-Christophe Combe, c'est solidarité, ministre de la solidarité. Voilà, ça prouve l'intérêt qu'on a pour les personnes handicapées. 69% disent ne jamais avoir entendu parler de lui. Christophe Béchu, pourtant ministre de la transition écologique, pareil, 9% seulement le connaissent. Et qui n'est pas le plus mauvais, Christophe Béchu, qui n'est pas le plus mauvais du gouvernement. Alors, est-ce que la notoriété est un gage de compétence? Non, bien sûr que non. Quand on regarde Dupond-Moretti, non. Par exemple. Après, quand même, assez inquiétant, parce que des ministres régaliens, ayant des fonctions importantes, qui sont connus par moins d'un Français sur deux, autour d'un tiers des Français, comme par exemple Pam Ndiaye, quand même connu de moins d'un Français sur deux, alors que l'éducation, ça nous concerne tous. On a tous des enfants ou des neveux. Voilà. Catherine Colonna, qui est quand même en charge du Quai d'Orsay, qui n'est pas non plus une mauvaise ministre, je tiens à le dire, qui n'est pas connue. Mais est-ce qu'ils ont eu raison, le Figaro, de faire ce sondage? Parce que est-ce que, encore une fois, je repose la question, est-ce que pour autant, ils font mal leur boulot? Catherine Colonna, elle bosse, effectivement, absolument. Vous le dites, Olivier Dussopt, il a été aussi beaucoup sur le terrain. Mais moi, je ne conteste pas qu'il travaille, je trouve juste qu'il travaille mal, mais ça, c'est mon point de vue. Mais je pense que ça rejoint tout à fait notre débat du début, en réalité. Pourquoi tous ces ministres ne sont pas connus? Parce qu'ils n'incarnent rien. Voilà, c'est ça le sujet, le vrai sujet. C'est parce qu'il y a quand même le discrédit qui s'est abattu sur la classe politique, et les Français, finalement, ça ne les intéresse pas. Et pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce qu'ils comprennent, au fond, que ça n'a pas un vrai impact sur leur quotidien, sur leur vie quotidienne. Mais en même temps, vous avez un président de la République, qui mange tout l'espace politique aussi, et qui ne laisse personne exister. Vous avez surtout qui lui incarne quelque chose. On aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron, mais il incarne quelque chose et il ne laisse personne exister à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'il incarne? Personne n'existe. Qu'est-ce qu'il incarne? Pour moi, en même temps, c'est précisément la sanctification de la non-incarnation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de ligne, puisque c'est en même temps. Non, mais c'est aussi ce gouvernement... Régis. Oui, je voudrais faire deux petites remarques. La première, je pense que ce désintérêt
pour les ministres est corrélé au désintérêt pour les élections. On ne connaît pas ces ministres parce qu'on pense qu'ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien, c'est ça. D'abord, il y a la concentration du pouvoir élyséen, mais ça n'a aucun intérêt. On ne va plus voter et on ne connaît pas ces ministres. Ça, c'était la première observation. La deuxième, je souris un peu, c'est que plus personne ne les connaît, mais c'est encore pire une fois qu'ils s'en vont. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui ont été ministres, juste, je vais prendre un bel exemple, qui se souvient, parce que c'est pas nouveau, qui se souvient de Jean-Marc Ayrault? Il a été Premier ministre de la France pendant 3 ans. Les postes de Premier ministre auparavant, c'était costaud. Il a disparu corps et biens. Je prévois la même chose pour Jean Castex, qui a fait un passage transparent à ce poste. Donc, non, je pense que c'est vraiment la déconnexion, quoi. On considère que comme voter ne sert plus à rien, c'est les taux d'abstention, tout le monde ne le partage pas, et par conséquent, ces ministres ne servent à rien, donc ils ne nous intéressent pas. Ils vous intéressent pas. Oui, on est en plein dans le débat de ce maillot qui m'a tant choqué, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de déconsidération de la chose politique, des hommes et des femmes politiques, parce que le but premier, le dessein premier de la politique, c'est de changer la vie des gens. Voilà. Et les Français ont le sentiment d'être totalement abandonnés et ont le sentiment que leur quotidien n'est plus la préoccupation première des hommes politiques. Et je trouve que ce gouvernement, c'est un gouvernement TikTok, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas en lien avec les Français. Voilà, absolument. Oui, c'est clair. D'accord avec ça. Mais encore une fois, est-ce que c'était mieux avant? Oui, c'était mieux avant. Oui, c'est quoi avant? C'est quand avant une incarnation. À partir de quand ça a commencé? Alexandra parlait de Philippe Séguin. Mais ça fait longtemps. Mais rappelez-vous, moi je me rappelle très bien qu'à l'époque de Mitterrand, on avait repéré qu'il avait été conseillé par Séguéla, qui lui avait fait, vous vous rappelez pas cette histoire, il avait fait limer ses dents. Oui, absolument. Donc c'était en fait l'irruption de la communication dans le monde politique. Et jusque-là, il y avait quand même le beau Valéry Giscard d'Estaing qui avait quand même fait attention à son look, etc. et a donné une allure de Kennedy. Mais disons qu'aujourd'hui, la prise de pouvoir de la communication, de l'artifice de la communication, de qu'est-ce qu'on va dire aux Français, je veux dire la crise Covid par exemple, le discours sur les masques, ça ne sert à rien quand on n'en a pas, c'est indispensable quand on en a. Tout ça, manque de colonne vertébrale. Voilà, mais tout est un mensonge, tout apparaît comme un mensonge, comme un artifice, on vous dit ça parce qu'on veut que vous pensiez ça et on veut que vous fassiez ça, mais on veut pas que vous fassiez ça. Vous voyez ce que je veux dire? La communication, on est manipulé par la communication. A toujours existé. Je vous rappelle les communications de Jacques Chaban-Delmas. Enfin bon, tout ça. Je suis un peu plus âgée que vous. Voilà, mais la communication a toujours existé. Je pense que la différence, c'est les réseaux sociaux. Et c'est effectivement se focaliser uniquement là-dessus. Vous citiez Instagram, Twitter, TikTok. Voilà, c'est les hommes politiques et les femmes politiques ne raisonnent plus que réseaux sociaux. Donc le temps politique n'est plus respecté. Que communication, oui. Voilà. Que communication. C'est-à-dire qu'ils sont même pas capables d'assumer peut-être une mauvaise image provisoire parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose qui sont peut-être à court terme difficiles à vivre pour les Français, mais à moyen et long terme bon pour eux. Ils sont le temps politique est plus court. Vous prévoyez quoi pour cette année 2023? Vous pensez, parce qu'on avait annoncé une rentrée chaude, elle n'a pas été si chaude que ça. On n'a pas tellement parlé de la grève à la SNCF. Non, on n'en a pas parlé. Il nous reste plus de temps, mais un mot. Dites un mot, sur la grève à la SNCF. Juste, apparemment, l'INSEE annonce une inflation de 5,3% pour cette année. Elle pense que d'ici 2 ans, donc l'augmentation des salaires de la SNCF, c'est environ ça, donc apparemment il semblerait que le pouvoir d'achat finalement s'en sorte plutôt bien, alors que dans les autres pays européens, on est sur une inflation à 2 chiffres. Donc ce que dit le gouvernement, ce que dit l'INSEE, c'est que, in fine, les craintes qu'on avait de voir une inflation exploser, le pouvoir d'achat s'effondrer, plus une crise économique qui fait que les entreprises n'auraient pu ni embaucher ni augmenter, ça semble pas se profiler à ce point-là mal. Maintenant, les gens sont quand même angoissés par la réforme des retraites et l'impact que ça peut avoir sur leur pouvoir d'achat. Et également la transition énergétique, puisque la Commission nous force à passer 5 ans plus tôt que prévu tout de suite, alors qu'on aurait pu attendre un peu, à la voiture électrique, dont tout le monde sait que ça coûte beaucoup plus cher que les voitures thermiques. Pas thermiques, non. Voilà, donc il y a différents sujets d'angoisse avec des syndicats qui, même dans des entreprises qui sont pourtant bien implantées comme la SNCF, perdent la main puisque cette grève est une grève Facebook, n'oublions pas. Oui, c'est une grève Facebook. Mais ce qui prouve quand même qu'on a quand même des syndicats qui sont très extrémistes, qui sont dépassés
Et ça, c'est inquiétant. Donc moi, je suis quand même assez inquiète pour la rentrée, parce que les Français, quand même, vivent de grandes difficultés. Et quand même, juste un tout petit point très rapide. Je pense que ce sondage, il plaide surtout pour un retour au cumul des mandats. Voilà, ayons des hommes et des femmes politiques qui sont en lien avec le territoire, avec les Français sur le territoire. Stop, Régis, Geneviève, vous nous direz début janvier ce que vous prédisez pour cette année. Voilà, j'en profite pour remercier toutes les équipes techniques, nos réalisateurs, John, Lucille, Thibaut, Maxime, Jamel, Bastien, et puis Juliette Rioufol, toujours là, et qui travaille à mes côtés depuis si longtemps. Voilà, merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant avec Gilles Gansman pour la dernière émission média de l'année. À tout de suite. Merci Valérie.